Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Donc j'ai proposé à Geneviève de présenter cet édifice qui est l'hôtel du Belvédère du Rayon Vert à Cerbère, sur la côte Vermeille. Donc sur la commune de Cerbère, un projet fou est né à la fin des années 1920, la construction d'un immeuble visible depuis la route Perpignan-Barcelone. Tout à la fois imposant et majestueux, cet hôtel de luxe, semblant laissé à l'abandon depuis le début des années 80, surplombe l'Ansa de Cervera. C'est le Cerbère en catalan. J'ai été très surprise de voir sa silhouette blanche se découper sur la côte lors d'un séjour au mois de septembre 2023. Des visites étaient organisées. C'était l'occasion de voir de plus près cet étrange édifice et découvrir ses nombreuses originalités architecturales. Le propriétaire de l'hôtel, Monsieur Saint, commente lui-même les visites. L'accueil est chaleureux et le personnage intéressant. Donc, vous pouvez y aller. Les visites ont encore lieu. Bon, il n'est pas très jeune, hein, Monsieur Saint, il a 79 ans, mais il n'est pas vieux non plus. Alors, j'ai trouvé quelques descriptions de l'hôtel du Belvédère sur Internet. Donc, voilà. Un des monuments les plus impressionnants qui jonche le paysage de la côte Vermeille. Un navire immobile en bord de rail qui a la proue rivée sur la voisine espagnole. Silhouette omniprésente sur la ville de Cerbère. OVNI architectural de béton et d'acier qui surplombe le petit port de pêche de Cerbère. Un paquebot art déco dominant la gare de la ville. Vigie et symbole à la pointe sud-est des Pyrénées-Orientales. Voilà, beaucoup d'expressions suscitées et inspirées par un édifice qui est une œuvre d'art à ciel ouvert. Donc un emplacement idéal. L'hôtel est situé au sein du village de Cerbère, à 2 minutes à pied de la gare internationale et à 5 minutes de la plage de Galets de la Ville, et seulement à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Je vous ai mis une carte postale de la nouvelle route qui a été ouverte en 1928 sur la frontière. Ah ben, vous avez ici le poste frontière. Et voilà, alors les images datent de 1928, 1930, au moment de l'ouverture de la route. Vous voyez, c'est pas goudronné, c'est encore tout récent. Donc l'hôtel est construit entre la voie ferrée, en bord de rail. Alors, je vous ai mis le poste frontière. Alors je me suis amusée avec les différentes époques. Ici en haut, vous avez l'hôtel est construit, on le voit. On voit sa silhouette. Donc c'est dans les années, on va dire 40, je ne sais pas, après la guerre. En bas, les années 50. Ici, les années 60, 50-60. Moi, je l'ai connu comme ça. On passait la frontière à ce poste. Et aujourd'hui, un peu abandonné. C'est normal, il n'y a plus de frontière. En fait, il y a toujours la frontière, mais on passe tranquillement. Voilà. Donc vous avez ici l'hôtel. Je vous ai mis une carte postale de Cerbère avant 1928, donc l'hôtel qui n'est pas construit. Ici, en bord de rail, on voit bien la gare. Et ici, et vous avez l'ancienne route. L'hôtel était construit en bord de rail. Et l'ancienne route Perpignan-Barcelone, qui était là aujourd'hui, mais je vous la remontrerai plus tard. Mais aujourd'hui, on passe par une voie plus directe. Voilà. Je vous ai mis aussi cette photo que je trouve très jolie. Alors j'ai mis le nom parce que je l'ai pris sur un blog, photo Michel Octobre, voilà. Je la trouve, oui, voilà. L'hôtel a été construit entre 1928 et 1932. En son temps, les magazines faisaient son éloge. C'était le palace le plus moderne de toute l'Europe, où les voyageurs faisaient escale dans la cité, où des fêtes étaient données sur le toit terrasse qui offrait une des plus belles vues sur la Grande Bleue. À l'époque, l'hôtel est classé 3 étoiles. En 1937, le guide Michelin donne comme adresse de l'hôtel « Route de la Corniche ». Le trafic routier passait forcément au pied de l'hôtel, sur la route nationale
114. Là, je vous ai mis celle-là. Voilà. Alors, ça, ici, on voit bien. Alors, la photo, la carte postale ou photo est trouble, mais enfin, on s'aperçoit bien de la circulation qu'il y avait à l'époque, qui passait vraiment au pied de l'hôtel. Aujourd'hui, on ne passe plus au pied de l'hôtel. Donc, aujourd'hui, on passe par cette route qui a été construite en 2005. Ici, j'ai mis une ancienne carte postale, j'aime bien les vues, voilà, sans l'hôtel de Cerbère à l'époque. Donc, route de la Corniche, le trafic routier passait forcément au pied de l'hôtel sur la route nationale 114. La liaison de Cerbère à Portbou. Portbou, c'est la ville, on va dire jumelle, qui se trouve de l'autre côté de la frontière, en Espagne. Cerbère d'un côté, Portbou de l'autre. La liaison de Cerbère à Portbou, dernier tronçon de la grande route internationale reliant Perpignan à Barcelone par la côte, a été inaugurée en 1928. Jusqu'alors, la traversée s'effectuait soit par des sentiers muletiers, soit par le tunnel de la voie ferrée. La route est classée dans le domaine routier national à dater du 1er octobre 1930 et déclassée à la suite de la réforme de 2005. Elle devient la route départementale 914. Le guide Michelin, toujours précise au titre du seul hôtel dénommé Belvédère du Rayon Vert, 25 chambres équipées en eau froide et chaude pour un prix de 15 à 25 francs et 100 places de garage. Les repas s'échelonnent de 5 à 16 francs, boissons comprises. Ah oui, j'avais mis une carte qui surplombe, vous voyez bien la gare internationale qui est d'une grande ampleur. Et la route donc, de l'hôtel qui passe près de l'hôtel et celle qui, voilà, vue d'ici, là, et la route là, voilà. Voilà, alors là c'est dans la salle du restaurant. Ces messieurs, enfin il n'y a pas beaucoup de dames, mais ces messieurs qui mangent. Alors vous remarquerez un peu la façon dont les tables sont mises, mais bon, tout à l'heure on y reviendra. Inauguré en 1932, l'hôtel est inscrit partiellement à l'inventaire des monuments historiques en avril 1987, c'est-à-dire la façade, la terrasse supérieure et la salle de cinéma qui sont protégées, et il est classé au monument historique en 2002. Alors, l'attente des voyageurs. L'emplacement de l'hôtel avait été stratégiquement choisi, destiné à accueillir les nombreux voyageurs et touristes en transit à la frontière espagnole. C'était le passage obligé pour les voyageurs du nord de l'Europe qui voulaient traverser l'Espagne. Pour ceux qui prenaient le train, ils arrivaient au petit matin en gare de Cerbère, mise en service en 1878 par la compagnie des chemins de fer du Midi. Ils étaient conduits jusqu'à l'hôtel Le Belvédère où ils devaient attendre. L'hôtel constituait une halte bienvenue pour une clientèle, la plupart fortunée et peu désireuse de patienter en gare. Là, vous avez l'ancienne gare et le buffet de la gare dans le bâtiment. Plusieurs raisons à une attente qui pouvait durer parfois 3 jours. De nombreuses formalités de douane, l'obtention d'un visa pour entrer en Espagne, mais aussi le changement des cieux des trains. L'idée de créer un lieu pour accueillir ces passagers est née de ce constat. Alors l'écartement des rails des trains ibériques oblige à changer d'essieu. Donc un petit rappel, en 1844, un comité d'experts espagnols recommande un écartement plus large des rails permettant plus facilement de parcourir la géographie accidentée de l'Espagne, qui achète au rabais le matériel ferroviaire anglais. Cela donne lieu à la mise en œuvre de l'écartement historique espagnol de 1,672 m. Encore aujourd'hui, l'écartement de chemin de fer espagnol est de 1,668 m, utilisé dans un souci de compatibilité avec le Portugal, alors que pour le reste de l'Europe, l'écartement est de 1,435 m. Donc vous avez ici le changement des essieux à la frontière. Ici c'est à Portbou, côté espagnol, wagon par wagon, une grande perte de temps. Encore aujourd'hui,
Les rames de wagons marchandises doivent passer en atelier pour changer les essieux des convois afin de pouvoir transiter d'un pays à l'autre. La superficie totale de 30 hectares de la gare permet ce changement d'essieux pour que les trains puissent continuer leur parcours vers l'Espagne. L'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne a conduit celle-ci à adopter un plan de reconversion de l'écartement de son réseau ferré. Toutes les lignes à grande vitesse espagnoles AVE sont à voie normale. Aujourd'hui, les projets d'essieux à l'écartement variable automatique sont à l'étude. Alors, la conséquence de l'écartement des rails à Cerbère, le transbordement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette technique, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais on ne peut pas parler de Cerbère sans parler du transbordement et des transbordeuses. Alors le transbordement est donc né de la différence des quelques centimètres d'écartement des voies entre la France et l'Espagne. Toutes les marchandises devaient être manutentionnées pour passer du wagon en provenance d'Espagne dans un autre wagon français disposé en vis-à-vis. Ce travail manuel de portage tout à la fois délicat et demandant de la force est confié aux femmes, les transbordeuses d'Orange, dont vous avez un exemple. Et ici, la date marquée dans le coin, là, je pense que c'est 1912, enfin 12. La photo doit dater de 1912. Alors, on leur avait certainement demandé de prendre des oranges dans les mains, d'en manger, c'est ce qu'on voit. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes, puisque ce sont les transbordeuses, c'est quelques cheminots. Mais en 1906, de février à décembre, eut lieu la première grève féminine connue. Celle des transbordeuses. Leur lutte est le premier grand mouvement de grève exclusivement féminin. Vous avez ici l'occupation de la gare par les transbordeuses le 29 novembre 1906. Elles sont nombreuses. Le transbordement des marchandises à Cerbère concerne principalement les agrumes en vrac jusqu'en 1966. Puis en caisse jusqu'en 1970, qui marque sa fin. Il fallait 5 personnes pour transborder un wagon, 3 remplisseuses et 2 videuses. Les paniers qu'elles utilisaient pour transborder les oranges pesaient jusqu'à 20 kg. Voilà, je vous ai mis tout un échantillon de... Voilà, les wagons en vis-à-vis. En bas aussi, on le voit. C'est à plusieurs époques. Bon, il n'y avait pas que des jeunes qui travaillaient. Il y avait des personnes... Alors, peut-être qu'elles avaient que 60 ans, je ne sais pas. Mais elles ont l'air très âgées, pour certaines. En 1930, l'activité connaît un grand boom. Il sera transbordé jusqu'à 1 million de tonnes d'agrumes. Les affaires sont alors florissantes. Voilà, cette photo date des années 30, on va dire. Peut-être, oui, 30. Ce travail typique de Cerbère participait au bien-être économique du village jusqu'à ce que l'essor du trafic routier mette fin définitivement au transbordement. Un musée des transbordeuses devait voir le jour dans l'ancien buffet de la gare de Cerbère, projet abandonné puisqu'aujourd'hui c'est un wagon mémorial qui est installé à l'entrée du village avec des visites commentées. Voilà pour l'histoire des transbordeuses qui ont fait quand même la richesse de Cerbère à l'époque où l'hôtel a été construit. Le déclin de l'hôtel à partir de 1936. Mais pour l'hôtel, les heures de gloire sont brèves. La guerre d'Espagne, provoquant la fermeture des frontières en août 1936, et la Deuxième Guerre mondiale empêchent l'aubaine que constituait le trafic ferroviaire et entraîne le déclin de l'hôtel. Sous l'occupation allemande, l'hôtel sera réquisitionné en 1941 par la Wehrmacht, les forces armées allemandes. Le propriétaire actuel précise qu'aucun dégât n'avait été occasionné à cette époque par l'armée allemande. Il reprend tout de même du service l'hôtel dans les années 1950. Il est le théâtre de nombreuses fêtes, représentations de chants, de danse, bals et mariages. De nombreux artistes se produisent dans la salle de spectacle, tels que Miss Tinguette, Maurice Chevalier, Fernandel, ou d'autres qui ont fréquenté ce lieu, tels que Michel Morgan, Orson Welles, Francis Blanche ou encore Bourvil.
Après un demi-siècle de prospérité, la station balnéaire de Cerbère voit sa population décroître, avec la diminution des activités économiques qui tournent autour des transports ferroviaires et des services de douane à la frontière. L'hôtel tombera en désuétude suite au décès du propriétaire de l'époque en 1983, avant de reprendre vie dans les années 2000. Mais l'activité économique de l'établissement ne s'est jamais arrêtée complètement et a perduré tout au long du XXe siècle. Alors, construction et architecture. Construction donc de 1928 à 1932, pendant 4 ans. Un site improbable, un emplacement improbable. L'hôtel de luxe a été construit sur une parcelle triangulaire de 1200 m², un emplacement improbable situé entre la voie ferrée et l'ancienne route nationale 114 de Perpignan, Espagne. Alors je vous ai montré ici, je vous mets ici, bon la carte postale n'est pas très claire, mais l'hôtel a été construit sur cette parcelle. Ici vous avez carrément en bas la voie ferrée. Là, vous reconnaîtrez sur notre photo, on voit le pont et la route qui descend vers l'Espagne. Donc là, je vous l'ai entouré, c'est sur cette partie-là. Et là, vue d'avion ou de drone, l'hôtel sur la parcelle triangulaire. C'est vraiment assez difficile à comprendre comment la construction a pu tenir comme ça. Mais ça a tenu. Alors, l'architecte. Léon Baille, 1862-1951. Bon, l'hôtel a été construit entre 1928 et, je me répète, hein, mais j'espère que c'est pas grave, je veux que ça vous embête pas. Et 1932 sur les plans de l'architecte perpignanais Léon Baille. Les constructions de la première moitié du XXe siècle à Perpignan forment un ensemble urbain et architectural exceptionnel, unique en Languedoc-Roussillon par son ampleur, sa qualité et sa variété. L'œuvre de Léon Baille s'inscrit parfaitement dans cette grande diversité stylistique et architecturale. Les édifices empruntent à l'esthétique, beaux-arts, revivifiés par l'art nouveau et enrichis de décors floraux. Ah ben oui, ça c'est pour la construction. De décors floraux géométriques, ou bien s'inscrivent dans la tradition régionale catalane, influencée parfois par les expériences modernes barcelonaises. Alors ici vous avez la construction, qui est quand même aussi, qui paraît un peu... C'était des acrobats. Ici vous avez un exemple de construction de Léon Baille. Léon Baille, il était né en 1862 donc à Perpignan. En 1949, il est décrit comme architecte honoraire de la ville de Perpignan. Il est auteur de nombreux édifices publics de la ville comme la Bourse du Travail, l'hôpital Saint-Jean ou le collège Jean Moulin. Ici, vous avez donc le collège Jean Moulin, ville de Perpignan, école supérieure de garçons, façade latérale, élévation, dessin à la plume sur papier par Léon Baille, architecte de la ville, le 15 novembre 1895. Alors ici, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que sur une construction assez classique, vous avez le campanile qui est quand même un élément très régional. Et cette porte, cette entrée de porte, ici, qui est la petite touche moderne, qui rappelle un peu, qui rappelle pas, qui est certainement de l'art nouveau, par sa fluidité, par la présence de ces sculptures, au niveau de la porte. Formé à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, il se tourne dans les années 20 vers le modernisme, comme l'illustre cet édifice en béton armé où prime la fonctionnalité. Alors j'ai pris ça sur Google, alors oui, c'est un peu déformé, mais cet immeuble construit pour lui-même et sa famille n'est pas sans rappeler l'hôtel Belvédère avec son angle très prononcé. Ici, vous avez le plan, le garage de Monsieur de Léon à Cerbère. Alors, en fait, c'était bien un hôtel, mais il est marqué comme garage, mais c'est vrai que tout le rez-de-chaussée est un garage où on peut, garage et station-service,
où on peut garer une centaine de voitures. Le style architectural moderne, le style paquebot. L'architecture de l'hôtel est en tout point remarquable, en quelque sorte une performance réalisée dans le style paquebot, novateur dans les années 20. Architecture innovante et avant-gardiste. L'édifice, qui comprend 4 niveaux, est entièrement réalisé en béton armé, matériaux modernes sur une base étroite qui a nécessité de grandes prouesses techniques. Le style paquebot. C'est une branche tardive et purée des styles art déco de l'entre-deux-guerres des années 1930 et à son apogée vers 1937. Ce style de design architectural privilégie les formes géométriques, symétriques, modernes, sobres et épurées, les longues lignes horizontales en contraste avec des surfaces et coins arrondis, inspirés des paquebots transatlantiques de croisière très en vogue de l'époque, en forme d'étrave avec terrasses et balcons à bastingage, conçus comme des coursives de pont de paquebot, vastes baies vitrées, hublots, toits terrasses, passerelles. Je vais vous en montrer quelques autres exemples de style paquebot, mais en fait il y en a beaucoup dans le monde à cette époque-là, beaucoup de constructions. Donc ici en bas vous avez l'Institut de la radiodiffusion belge de 1938. En haut c'est le Burnham Beach, alors mon anglais n'est pas très bien fait, ancien manoir du Mania des ventes Aspro en Angleterre, 1930. En bas, vous avez l'immeuble du parc aquatique de San Francisco, 1937. Et en haut, l'immeuble, un immeuble dans le 15e arrondissement de Paris de 1934. Le paquebot est son surnom. C'est Pierre Patou, l'architecte, qui a été chargé d'aménager l'intérieur de 3 grands navires, qui avait été chargé d'aménager l'intérieur de 3 grands navires transatlantiques durant les années 30 et inspiré par ses expériences et contraint d'utiliser une parcelle étroite de 2,40 m à 10 m, il réalisa cet immeuble de 70 appartements en 1934. Et ici quand même, j'en ai trouvé un. Alors c'est Place d'Ossau, Square Georges V à Pau, 1938. Avec grand balcon, coursive et hublot. On voit bien les hublots tout le long de la façade et ces grands balcons. Et donc ça date de 1938. Alors l'hôtel du Belvédère présente donc un ensemble de caractéristiques architecturales navales. Donc l'apparence d'un navire, vraiment on dirait que c'est un bateau. Ici, j'ai retrouvé des plans surface qui montrent dans la forme triangulaire. Des coursives arrondies. On ne le voit pas trop, mais elles le sont. Et vous avez ici la base de ces coursives qui est un élément de décoration. Là, alors ici, vous avez la cheminée, enfin un toit terrasse avec des escaliers faisant écho aux cheminées d'un navire. La proue du bateau, si on pense à un bateau. J'ai mis une ancienne carte postale où on voit bien la voie ferrée qui passe vraiment au ras et sous le pont. Après ça, non, la proue. Ici, donc, ce qu'on peut appeler la poupe. Une surface du bâtiment triangulaire avec un escalier en colimaçon soutenu par des piliers qui forment la poupe. Ici la vue extérieure et la vue intérieure. Donc, un escalier en colimaçon qui permet d'accéder à la salle de spectacle et plus haut à la terrasse supérieure. Les matériaux employés. Alors à l'extérieur, le béton armé. Cette nouvelle technique et ce nouveau matériau connurent un vrai essor à Perpignan et en Roussillon, comme en témoigne le fait que la revue mensuelle de l'entreprise Hennebic, le béton armé, consacra un article en 1909 à ce type de réalisation en Roussillon. Un exemple, la maison de l'américaine à Perpignan, réalisée en 1909.
Voilà, vous avez un extrait de la revue Le Béton Armé. Et ici, un exemple de maison construite en béton armé. À l'intérieur de l'hôtel, c'est le mariage insolite de matériaux modernes comme le béton armé et l'aluminium, avec d'autres plus anciens comme le bois et le marbre. Alors, l'escalier est en marbre de Carrare et aluminium. J'ai mis plusieurs vues. Vous avez la rampe en aluminium, que vous voyez bien. Là. Et tout le reste, les poteaux, l'escalier en marbre de Carrare. Le sol aussi. Alors, oui. L'escalier est en marbre de Carrare et aluminium. Tout comme le béton armé, l'aluminium est un matériau nouvellement utilisé dans les constructions modernes. Là, ici, vous avez l'accès au premier étage. Même le vase, ça m'a fait rire, le vase est en aluminium. Il date de l'époque, certainement. L'accès à la réception, qui se trouve, en fait, la réception de l'hôtel est au premier étage et dans la salle de restaurant. Et je vous ai mis un détail de la rampe. Oui. Alors, Otto Wagner, 1841-1918, architecte viennois, est un des premiers à avoir fait, c'est-à-dire utiliser le béton armé et le marbre blanc ou pas, mais là il est blanc, comme gris-blanc. Exemple, les escaliers intérieurs et la salle des guichets de la caisse d'épargne La Poste à Vienne, construite entre 1904 et 1912, que vous avez ici. Alors là, vous avez donc l'escalier en aluminium aussi, et ici l'armature en aluminium. Quand les sols ne sont pas recouverts de marbre, on trouve des carreaux ciment et des faïences qui ont été créés spécialement pour l'hôtel dans un atelier proche. On peut les qualifier d'art décoratif. Vous avez ici ce modèle, j'ai mis plusieurs modèles. Bon là, il est trouble, mais j'ai dit bon. Voilà, vous avez tout un tas de modèles assez différents les uns des autres. Alors, les chambres et les salles. Les Hombaï avaient pensé à tout pour satisfaire les passagers de ce bateau immobile. À disposition, 25 chambres. Ici, vous avez le catalogue de 1914 qui a servi à l'ameublement des chambres. Et là, c'est les chambres aujourd'hui avec les meubles d'époque. C'est un peu sommaire, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si c'était comme ça vraiment à l'époque, mais s'il y avait aussi peu de meubles, mais c'est possible. Voilà. Voilà la réception. Quand on arrive en haut, au premier étage, vous avez ensuite la réception. Monsieur Saint, le propriétaire. Le tableau des chambres, l'ancien tableau des chambres, toujours là. Alors là, j'ai fait un montage, mais c'est comme ça que ça se présente. Vous avez la réception à droite et la grande salle de restaurant à gauche. Alors les chaises, j'avoue que j'espère qu'ils ont changé, qu'ils ont pu acheter des chaises en bois ou autre chose, parce que là, ça fait pas très... Ah, voilà. Ça, c'est une autre photo. Ça, c'est moi qui les ai prises, celle-là. Vous avez une terrasse pour pouvoir manger dehors. Il y a une luminosité extraordinaire dans cette salle à manger, vue sur la mer, bien sûr. Ça, ce sont les éléments de l'ancienne cuisine qu'ils ont gardés.
Alors, un théâtre qui a fait cinéma aussi, avec galerie, qui pouvait se transformer en salle de cinéma par un système ingénieux d'écran escamotable et qui permettait de répondre aux exigences des projections cinématographiques. C'est à la fin des années 20 que le cinéma muet disparaît au profit du cinéma parlant. Donc vous avez ici le cinéma avec la scène. Là, c'est le balcon, la galerie, dans quel état il est, mais il a été plus ou moins restauré. On en parle après. Là, cette carte postale, je l'ai mise parce que la personne qui l'a envoyée, bon, j'ai pas de date, mais ça doit être des années 30, 40, elle a marqué, vous voyez, cinéma, une petite flèche, cinéma, c'est très important à l'époque, un cinéma, c'était quelque chose de... Ici, vous avez un bar pour entr'acte, avec l'évier en zinc, je pense. Je pense que c'était du zinc. Je n'ai pas posé la question quand on l'a visité. Un casino, salle de jeu, mais bon là il y a eu des transformations, la cheminée d'époque, mais le reste, il y a eu des transformations, donc je ne sais pas trop comment c'était. Un fumoir, une salle de lecture. Vous avez dans la salle de lecture un tourne-disque et un jukebox de l'époque, des années 20. Un garage station-service d'une centaine de places avec 4 box particuliers au rez-de-chaussée, un peu comme un ferry-boat, et un bureau de change de monnaie. Bon, on se rend compte que s'il y avait une centaine de voitures, c'était quand même assez grand. Voilà, change de monnaie, il reste la fiche. Alors, un cours de tennis sur l'immense toit terrasse cerné de filets pour retenir les balles. On voit bien les photos sont pas très... C'est photos de photos, mais on voit les armatures qui retenaient le filet. Donc tout dans l'hôtel est conçu pour séduire ses passagers d'un navire immobile ancré sur un flot de béton. Pour le dire simplement. Les propriétaires. Alors, Jean-Baptiste de Léon, premier propriétaire, 1872-1948. Donc, Monsieur de Léon a construit cet immeuble, cet édifice, a fait construire cet édifice entre 1928 et 1932. Dans les années d'après-guerre, 1914-1918, Jean-Baptiste de Léon, originaire des Landes, était garçon de café au Pays Basque. Par son travail, il parvient à obtenir la gestion du buffet de la gare d'Hendaye. À cette époque, la Compagnie des chemins de fer du Midi se développe et dynamise le trafic ferroviaire sur la région du Grand Sud-Ouest. Monsieur de Léon voit alors l'opportunité de prendre également la gestion du buffet de la gare de Cerbère, qui devient un vrai restaurant qui propose une cuisine raffinée. Il développe alors des activités multiples qui lui assurent des revenus lui permettant de poursuivre son implantation cerbérienne. Il décide de l'édification du belvédère du Rayon Vert. On lui doit aussi de nombreuses constructions sur Cerbère. Avec le buffet de la gare et l'hôtel, c'est une offre complète que les De Léon proposent aux voyageurs en transit. Ici, vous avez j'ai retrouvé une carte postale du buffet de la gare à Hendaye. Je n'ai pas retrouvé celle de Cerbère, mais vous voyez que la disposition des tables quand même fait penser à celle de l'hôtel, tout en longueur. Ce qui n'est pas commun pour un hôtel en fait. Voilà, on voit plutôt des tables séparées et là c'est tout à la file, comme dans le buffet de la gare. Ensuite, monsieur Jean-Charles Saint, arrière-petit-fils de Jean-Baptiste de Léon. Jean-Charles Saint, lui aussi, a été patron du buffet de la gare à Cerbère. Mais à la fin des années 90, début 2000, la majorité des buffets disparaissent, remplacés par des points de restauration rapide. L'entreprise est radiée du registre du commerce le 14 mai 2013. En 2014, Jean-Charles Saint rachète l'hôtel, n'étant pas le seul héritier. Aujourd'hui, il propose de faire visiter à des voyageurs en quête d'histoire et d'originalité le bâtiment qu'il rénove.
Des touristes d'ailleurs s'arrêtent à Cerbère spécifiquement pour voir l'hôte, passionné et chaleureux. En le rachetant, il se donne l'objectif d'achever l'œuvre de son arrière-grand-père et de continuer à faire vivre ce lieu chargé de nombreux souvenirs. Pour lui, bien sûr, l'hôtel est un lieu unique au monde à la frontière espagnole catalane. Et c'est vrai que c'est un monsieur très sympathique. Alors vous avez la photo derrière avec deux familles, avec son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère, et une des enfants et sa grand-mère. Avant rénovation, on va parler de la rénovation. Avant rénovation, à l'intérieur, si dans les années 1950, on y vient de nouveau chanter et danser, le belvédère périclite au fil des années 1970-80. En 1983, donc, le belvédère du Rayon Vert, désaffecté, devient un navire échoué aux portes des Pyrénées espagnoles. Sur les murs de l'ancien restaurant, des peintures d'artistes un peu effacées donnent à l'endroit des airs mélancoliques de ruines antiques. Voilà dans quel état c'était. Ce sont les fresques de la salle de restaurant. Frise, fresque du bar. La salle de cinéma semble s'être enfoncée elle aussi dans un profond sommeil. Il y a même eu un début d'incendie, comme nous l'a expliqué M. Saint, dû certainement à un mégot de cigarette, c'est ce qu'il dit. Là, donc, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais voilà dans quel état se trouve la salle de cinéma. Certains Cerbériens souhaiteront même la démolition pure et simple de cette verrue, entre guillemets, au motif qu'un balcon s'est effondré sur la voie ferrée et que l'édifice, fermé et quelquefois même squatté par des routards de passage, présente un réel danger. Heureusement, le classement de l'hôtel au titre des monuments historiques l'a préservé d'un sort fatal. Ici, vous avez... j'ai voulu vous montrer un peu dans quel état... Il y a encore quand même des chambres, puisque vous voyez, des voyageurs, c'est dans les années... Vu les costumes, les années 50, je dirais. Et là, vous voyez l'immeuble qui est avec des graffitis, des dessins, voilà. Voilà dans quel état est l'immeuble. Donc M. Saint rachète l'hôtel en 2014. Des chambres peuvent encore être louées, mais la dégradation des lieux est telle qu'il n'a d'autre choix que de restaurer ce trésor familial. Voilà la dégradation un peu partout du béton. Voilà le balcon, les gens se plaignaient, bien sûr, ça devenait dangereux. Là, c'est le guichet du cinéma que vous avez. L'entrée, le perron abîmé également. Pendant la rénovation, donc à partir de 2014, alors en 1932, la bâtisse avait peut-être ouvert un peu précipitamment puisqu'elle n'a jamais été peinte à l'extérieur, précise le propriétaire. Alors pour moi, c'est peut-être une volonté de l'architecte de laisser le béton armé à nu dans les tons grisâtres. Comme peut-être, je ne sais pas si vous voyez, mais Edmond Lay a bien laissé des pans de mur à l'état brut. Je ne sais pas. Alors vous avez je mets deux sortes d'époques. Les années, on va dire 70, je pense, et à droite, les années 30, 40, plutôt. Donc tout s'est abîmé avec les années, les ciments notamment, avec la proximité de la mer. Les façades nues sont donc réparées et repeintes progressivement après avoir atteint un état de délabrement avancé. Il a fallu passer au moins 3 couches qui représentent des tonnes de pots de peinture. C'était vraiment nécessaire car les lieux avaient l'air abandonnés avec cet aspect défraîchi, poursuit M. Saint. Les travaux sur la façade et les coursives sont entrepris en 2014 et achevés en 2019.
Presque 5 ans ont été nécessaires pour peindre la façade de cet hôtel art déco emblématique de Cerbère. Ici, c'est pendant les travaux. Alors, il fallait absolument protéger la voie ferrée. Donc, de grands filets avaient été tendus du côté voie ferrée, surtout. Et les habitants de Cerbère disent que ça le met beaucoup plus en valeur d'être en blanc. Ça, c'est sûr. Là, c'est pendant les travaux. Le budget est de 400 000 € de travaux. Il est évident qu'on manque parfois de budget. On a fait la façade en 3 étapes, donc précise Monsieur Saint. Comme on finance par nos propres moyens, c'est parfois un peu dur. Certaines parties de la bâtisse sont rénovées par des mécènes, les entreprises de Perpignan par exemple. Au total, le chantier de la façade a tout de même représenté 400 000 €. La municipalité n'accorde pas de subvention financière à proprement parler, mais comme l'indique le propriétaire, quand il y a des grands événements organisés, c'est souvent ici et elle n'hésite pas à nous prêter du matériel. Donc ici, il y a des travaux façade. L'intérieur. En 2019, projet de chantier à l'intérieur. La façade finie, c'est une première étape significative. Il y a un certain contentement et un certain plaisir à voir cette bâtisse plus belle qu'elle n'a jamais été, lance Jean-Charles Saint. Il n'est pourtant pas au bout du chantier. Il reste des choses à faire à l'intérieur, même si c'est moins important en termes de travaux. Il veut conserver le cachet années 30 de l'édifice. Pas question de tout refaire à neuf. Il faut simplement repeindre comme c'était à l'époque. Dans le grand restaurant, les 4 peintures laissées en guise de loyer par un artiste espagnol désargenté en 1949, encore visibles, pourraient à l'avenir côtoyer les trompe-l'œil qui avaient été peints à l'ouverture de l'hôtel. Effacés au fil des années, Jean-Charles Saint a pu les restaurer avec l'aide des Beaux-Arts de Barcelone qui ont proposé leur contribution. L'artiste résident espagnol, épris d'amour pour une habitante de Cerbère et espérant gagner sa main, Zoé de Zamora, résidant à l'hôtel en 1949, s'acquittait du loyer en peignant des fresques sur les murs intérieurs du bâtiment. Dans la salle à manger, une des peintures représente la femme aimée. Alors c'est celle-là, voilà, la femme aimée. Et vous avez sa signature à côté. Ce peintre, également illustrateur, dessinateur de mode, couturier et écrivain, est né à Madrid en 1889 et décédé à Sitges, en Espagne, en 1971. Ça, c'est quelques-unes de ses œuvres, Après rénovation. En 2023, les travaux extérieurs et intérieurs réalisés. Façade. Sur la façade, les détails. La rampe d'escalier extérieur. Là. Le perron. Avec le perron établissement, ils avaient marqué leur nom, ici, établissement de Léon, les dates. Voilà. Il y a une jolie vue depuis les chambres. Enfin, pour les chambres qui sont de ce côté, du côté sud, enfin du côté, pas sud, du côté Méditerranée, parce que du côté voie ferrée, c'est peut-être pas... Voilà. La restauration, c'est quand même, c'est vrai, plus agréable. Alors là, c'est des photos que j'ai prises sur internet, c'est un peu foncé, mais vous avez avant, après. Les fresques qui ont été rénovées dans le bar. Alors, voilà, le deuxième étage a été converti en appart-hôtel. Il compte 9 appartements, pouvant accueillir de 2 à 6 personnes et un ascenseur a été installé. Le mobilier des cuisines et de... Bon, c'est pas les années 30. Hein. Moi, je regrette un peu, je trouve que la déco est pas... Après, c'est peut-être pratique et agréable. Activité événement du site à partir de 2004. Aujourd'hui, le belvédère du rayon vert se destine aussi à l'accueil d'événements culturels.
Des séminaires et des événements privés sont organisés. Des stages de tango, de flamenco, de danse orientale, des expositions de peinture, sculpture, photographie et des concerts. Toutes ces manifestations pour maintenir la vie et l'activité de ce lieu unique. Alors je vous ai mis des affiches des concerts qui ont eu lieu et qui ont lieu chaque année. Des rencontres cinématographiques internationales, ils sont organisés depuis 2004 par le cinéaste Patrick Viré. Au Belvédère, chaque premier week-end du mois d'octobre depuis 2004, les rencontres cinématographiques de Cerbère-Portbou s'organisent à partir de 7 séances proposées par des cinéastes différents. Projections uniques et différentes qui associent à chaque fois un court et un long métrage, qu'il s'agisse de documentaires ou de fiction, de films anciens ou récents, français, espagnols ou d'ailleurs. Les rencontres permettent de désigner 2 lauréats qui bénéficient alors d'une résidence destinée à l'écriture et ou repérage d'un film à venir sur un territoire allant de Portbou à Collioure. Vous avez ici quelques affiches de films. Résidence d'artistes. Le Belvédère du Rayon Vert accueille en résidence de 1 à 2 auteurs par an. Plusieurs genres et disciplines de résidence sont attribués, cinéma, littérature et danse. Les résidences cinématographiques sont donc attribuées aux lauréats des rencontres cinématographiques de Cerbère-Portbou ou à des cinéastes de la section Panorama du festival L'Alternativa de Barcelone. Les résidences chorégraphiques sont proposées par le Centre national chorégraphique de Montpellier. Les résidences littéraires rentrent dans un projet d'édition translittéraire. Le cinéma. Des séances de cinéma sont proposées en plus du festival tous les étés. Les spectateurs racontent comment par instant se mêle à la bande-son des films projetés le vrombrissement des trains qui filent quelques étages plus bas vers l'Espagne, confondant ainsi fiction et réalité. Comme dans certaines salles du CGR à Tarbes d'ailleurs. Depuis 2010, grâce au soutien de la fondation Mécène Catalogne, la salle a pu se doter d'abord d'un écran amovible, puis d'un kit de sonorisation, ce qui a considérablement simplifié l'organisation des rencontres et rendu à nouveau tangible, 50 ans après, la perspective d'une exploitation cinématographique régulière, ponctuée au cours de l'année d'événements qui puissent entrer en résonance avec les rencontres. Bon, là, on voit les gens, là, c'est pas l'été, c'est l'hiver, et avec des manteaux, il n'y a pas le chauffage. Alors, les médias audiovisuels. Un reportage sur le bâtiment a été effectué par l'émission Thalassa de France 3, diffusée plusieurs années de suite d'ailleurs. On y découvre entre autres la salle à manger avec ses fresques murales, le cinéma et la terrasse sur le toit. En février 2015, certaines scènes d'un film pour France Télévisions, intitulé Capitaine Marlowe, avec Corinne Maziero. En 2024, un film québécois-suisse de Léa Poul, L'Hôtel Silence, tourné dans l'hôtel, l'histoire d'un quinquagénaire rongé par un mal de vivre qui s'envole vers un pays dévasté par la guerre. Donc c'est un film que j'ai vu, qui est très bien d'ailleurs, mais l'hôtel n'est pas situé à Cerbère et pas en France, c'est un pays en guerre. Mais on voit beaucoup des images de l'hôtel, intérieur, extérieur, si vous avez l'occasion de le voir. Ensuite, en littérature, L'Hôtel du Belvédère du Rayon Vert et autres nouvelles de la Côte Merveille de Hélène Turner Hall en 2014. À travers cette nouvelle, l'écrivaine américaine exprime son amour pour sa région d'adoption, la Côte Vermeille, située à Collioure, Port-Vendre, Bagnous ou Cerbère. Elle met en scène l'arrivée d'étrangers sans attache qui, en découvrant ces villages et leurs environs, en apprennent davantage sur eux-mêmes. L'Hôtel du Rayon Vert, ouvrage de Franck Pavlov, 2024, un livre sur Cerbère, une ville sur le passage de l'exil, les républicains espagnols qui ont fui Franco, ceux aussi qui voulaient échapper à la barbarie nazie, aujourd'hui les migrants qui viennent d'Afrique à la recherche d'une vie meilleure. Cerbère, terre d'exil d'hier et d'aujourd'hui. Terminus Belvédère Cap Cerbère, 2024, un recueil dans lequel l'écrivaine Pipa Guardiola base ses récits autour du village de Cerbère et de la frontière espagnole. Les visites,
Le lieu est connu et reconnu avec plus de 5500 visites par an et de nombreux événements organisés. La plupart des visiteurs sont d'ailleurs des étrangers. Un panel de services assez large permet financièrement aux propriétaires de continuer la restauration étape par étape du bâtiment. Là, j'ai trouvé quelques affiches et dessins, donc je vous les mets. C'est vrai que c'est un hôtel qui peut se dessiner. Des architectes du monde entier, américains, européens, viennent étudier le monument. De nombreux projets sont à l'étude, en particulier au niveau d'associations Art Déco Méditerranée. Projet de Monsieur Saint, bientôt un restaurant et une piscine sur le toit du Belvédère. Jean-Charles Saint a encore beaucoup de projets en tête. Il veut réaménager la terrasse de 1000 m² pour y faire une piscine, un restaurant. Selon lui, aménagement possible car l'architecte avait prévu une telle charge. Projet irréalisable pour d'autres. Ces projets pourraient attirer une nouvelle population à Cerbère et ainsi pérenniser l'activité et l'animation du lieu. Le rayon vert. Alors, qu'est-ce que le rayon vert? Un phénomène optique atmosphérique qui a d'ailleurs inspiré un roman à Jules Verne en 1882, vous avez la couverture du livre, un film aussi à Éric Rohmer en 1988. En résumant, c'est un flash lumineux couleur émeraude très fugace qu'on peut rarement observer au lever ou au coucher du soleil quand le temps est clair. Ici en haut, vous avez le rayon vert sur la mer des Antilles. Et en bas, vous avez le rayon vert vu depuis le pic du Midi. Alors je ne sais pas quelles sont les montagnes que l'on voit exactement. Voilà, vous voyez le rayon vert. Mais est-ce que beaucoup de Cerbériens ont vu ce rayon vert? En tout cas, c'est le nom qu'a choisi la famille de Léon pour son hôtel. Monsieur Saint nous a dit avoir essayé de l'apercevoir pendant des années sans succès. Symbole d'une prospérité passée. La restauration progressive du bâtiment permettra de lui rendre son lustre. Patrimoine architectural du département, symbole de la prospérité passée de la ville de Cerbère. L'établissement participera à coup sûr au renouveau du village le plus au sud de la Méditerranée française. Et selon le souhait de ses habitants, pourrait en faire un point d'arrêt et non plus seulement de passage. Dans les Hautes-Pyrénées, des navires échoués aussi. Alors, voilà. Quand j'ai vu cette photo de l'observatoire du Pic du Midi, j'ai pensé, peut-être parce que j'avais fait cette présentation sur l'hôtel, mais tout de suite j'ai pensé à un navire, même un porte-avions peut-être, je ne sais pas, en haut du Pic du Midi, et la brèche de Roland et le casque qui font vraiment passer à un navire. Voilà, alors là c'est les remerciements à Geneviève et à l'équipe de l'atelier informatique. Et comme au cinéma, il le fait. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.